Vous ne croyez quand même pas qu'après le dernier épisode sur la Nissan GT-R R34, je pouvais pas vous faire un épisode sur la Toyota Supra? Donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter si jamais il y a une voiture que vous voulez voir dans le prochain épisode d'History. Allez, c'est parti! Avant de nous parler du sujet de la vidéo qui est la Toyota Supra Mark IV, on va d'abord s'intéresser à la gamme Supra chez Toyota. Toyota nous sort en 1967 sa Toyota 2000 GT. Elle a le même nom, c'est ça qui est assez quand même marrant, c'est que Nissan et Toyota ont fait une voiture qui a exactement le même nom et qui était la voiture la plus sportive de la marque à l'époque. C'est-à-dire que du coup on a chez Toyota la 2000 GT et chez Nissan on a aussi la 2000 GT. Les deux voitures font 150 chevaux avec un 6 cylindres. Il se trouve que la 2000 GT de chez Nissan a mieux fonctionné que celle de Toyota puisque celle de Toyota s'est juste écoulée à 350 exemplaires, ce qui est pas énorme mais bon pour l'époque c'était quand même déjà pas mal. Et c'est assez cocasse, je trouve que du coup la Toyota Supra Mark IV et la Nissan GT-R R34, enfin même la R35 ou la Toyota Supra GR, descendent directement d'une voiture qui a exactement le même nom chez les deux marques, la 2000 GT. La première vraie génération de Toyota Supra, donc la Toyota Supra Mark I, s'appelait la Toyota Celica au Japon et en Europe, et aux États-Unis elle s'appelait la Toyota Celica Supra. Elle est sortie en 1978 et développée 110 chevaux dans sa version atmosphérique et 145 chevaux dans sa version turbo. Et vous allez voir que chez Toyota, ils adorent mettre une version atmo et une version turbo sur tous leurs modèles. En 1981, Toyota nous présentera sa Toyota Celica Supra. Cette fois, plus de distinction entre le Japon, Europe et États-Unis, c'est Toyota Celica Supra dans tous les pays. Elle développera 170 chevaux avec un 6 cylindres de 2,8 litres de cylindrée. Elle sera un peu rabaissée, la ligne sera un peu plus profilée et un peu plus sportive et on trouvera le must-have des années 80, les phares rétractables. Cinq ans après, Toyota décide de totalement supprimer le nom Celica pour juste laisser le Toyota Supra et faire place à la magnifique Toyota Supra Mark III. Cette Mark III est du coup équipée d'un 6 cylindres 24 soupapes 3 litres qui nous sort en version Atmo 204 chevaux et en version turbo 238 chevaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir que Toyota adore faire une version Atmo et une version turbo. Sur la carrosserie, on y retrouve pas mal de différences par rapport à la Celica Supra, elle sortie 5 ans avant. Déjà, les lignes sont beaucoup plus fuselées, la voiture est encore un peu plus basse, on retrouve des jantes pleines qui n'étaient pas ultra communs à l'époque. Toujours du coup les phares rétractables et là on y voit pour la première fois le logo Supra à l'avant de la voiture sur le capot. La Toyota Supra Mark III est la première Supra à connaître une vraie édition limitée, la Turbo A. Cette édition limitée a été faite pour que la Supra Mark III puisse s'inscrire en groupe A. Le moteur a totalement été revu pour lui faire avaler un énorme turbo, un nouveau système d'injection afin de la faire passer de 238 à 266 chevaux. Puis enfin, vendue à plus de 45 000 exemplaires, produite de 1993 à 2002, avec un des moteurs japonais les plus mythiques au monde, la Toyota Supra Mark IV et son 2JZ. Mais avant d'en parler plus en détail, on va d'abord parler de la Toyota Supra Mark V GR. Après 2002, on n'a pas réellement une nouvelle Supra. Il a fallu attendre jusqu'en 2019, donc 17 ans, pour avoir la nouvelle Toyota Supra Mark V GR. Cette voiture est déclinée directement du concept car futur hybride Toyota qui lui a été présenté en 2009. Le projet de la Toyota Supra Mark V a été fait en collaboration avec BMW qui eux de leur côté faisaient leur nouveau Z4. Et c'est vrai que quand on voit les deux voitures, peut-être au premier coup d'œil on ne le voit pas tout de suite, mais quand on voit l'intérieur avec le pommeau de vitesse, les aérations, plein de petits éléments à l'intérieur, on voit que BMW a mis plus son empreinte sur la Toyota Mark V que l'inverse, ce qui est assez marrant à voir. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de similitudes, même si quand même le moteur est le même. Elle est équipée de deux motorisations, un 4 cylindres de 258 chevaux et le 6 cylindres 3 litres de chez BMW qu'on retrouve du coup sur le Z4 Garanti, série 3 Garanti, etc. qui nous sort du coup 340 chevaux dans une version et une version un peu améliorée sur cette Supra qui nous sort 387 chevaux. Bon, maintenant revenons au sujet de cette vidéo, la Toyota Supra Mark IV. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a été commercialisée de 1993 à 2002 après plus de 45 000 exemplaires vendus. Elle est équipée du mythique 2JZ en version GE qui est la version atmosphérique nous sortant de 220 chevaux et en version GTE qui est la version turbo et twin turbo allant jusqu'à 330 chevaux. Les deux versions, donc Atmo et Turbo, même twin turbo, ont leur déclinaison selon les années. Sur la version Atmo, on avait deux différents modèles, la SZ et la SZR. Sur la version SZ, du coup, on avait une boîte manuelle 5 rapports et automatique à 4 rapports. Quand on prenait cette boîte auto, quand on prenait la boîte auto, on avait le droit au toit Targa, donc qu'on pouvait retirer pour faire une décapotable. C'était assez bizarre, en vrai, je trouve qu'on le trouve que sur la boîte auto et pas sur la boîte manuelle, sachant qu'à l'époque, les gens préféraient conduire en boîte manuelle. Et à partir de 95, on a eu aussi l'arrivée de l'ABS en option.
Sur la ZR par contre on avait toutes les options ABS, l'auto-bloquant, boîtier rapport, on pouvait même prendre le Targa en option. Maintenant parlons de ce qui nous intéresse le plus, la Toyota Supra en version turbo avec ses différentes déclinaisons. La première édition est la version RZ du coup qui a été commercialisée de 93 à 95. On a eu une boîte manuelle à 6 vitesses et une boîte auto à 6 vitesses, le toit Targa en option, le différentiel autobloquant et plein de petites options en plus. De 95 à 96, on a eu du coup la Toyota RZ et RZS, qui sont en fait les mêmes modèles, juste la RZS, c'est la version de 93 à 95 qui n'a pas d'amélioration, juste on ne pouvait plus prendre le toit Targa en option, et sur la RZ classique, c'est une amélioration du coup de celle de 93 à 95, avec du coup un meilleur contrôle de traction, une meilleure tenue de route et une meilleure stabilité en courbe. Après 96, on a eu du coup la RZ qui est restée au catalogue, avec du coup chaque année un peu quelques améliorations, mais pas des grosses améliorations. On a eu les airbags, cuir noir, des options un peu de confort, et on a eu aussi la Toyota Supra GZ qui était elle la version automatique, avec pareil, cuir noir, toit Targa en option, ABS, pas mal d'options en fait pour qu'elle soit plus confort que les anciennes Toyota Supra. Et sinon, si vous vous demandez entre 96 et 2002 qu'est-ce qu'on a eu, en fait c'était toujours la Toyota Supra RZ, mais avec à chaque fois quelques petites améliorations technologiques selon les années. Sa version avec le 2JZ GTE de 330 chevaux en Occident et 280 chevaux au Japon. Oui, parce que si vous vous rappelez bien dans ma vidéo R34, je vous avais dit du coup qu'à l'époque, il y avait une loi qui jusqu'en 2004 bloquait les véhicules sportifs japonais à 280 chevaux. Du coup, au Japon, elle était bridée à 280 chevaux, mais quand nous, elle était importée en Occident, elle faisait 330 chevaux. Et elle était vraiment là pour rivaliser avec des Porsche 3 litres de l'époque, des BMW M, pareil de la même époque, Nissan GT-R R33. C'était vraiment, elle était considérée comme une très bonne sportive pour l'époque. Alors quand on voit la Supra comme ça au premier abord, niveau point de vue esthétique, c'est une voiture qui est arrondie, qui est ultra basse, 1,27 m au plus haut et qui a surtout un énorme aileron à l'arrière pour vraiment poser la bagnole au sol. Avec ses lignes arrondies et simples, Toyota voulait nous faire une sportive raffinée, très simple, très épurée, mais par contre qui arrache tout sur le bitume. À l'intérieur, toute la console centrale est orientée vers le pilote. Mais quand je vous disais que dans la R34 ou dans la i8 c'était orienté, c'est mignon à côté de comment dans la Supra c'est orienté. C'est vraiment un cockpit d'avion. On rentre dedans, on est dans une bulle où là il y a du coup toute la console centrale sur le côté qui est vraiment arrondi vers nous avec l'écran et tout, de façon à ce que quand on conduit et qu'on tient son 2JZ GTE dans les mains, on puisse rapidement appuyer sur les boutons si on en a besoin, rapidement accéder au levier de vitesse, de façon à être le plus efficace sur route et que ce soit le plus confort pour le pilote. Maintenant, on va s'intéresser vraiment au cœur de la Supra, son moteur. Un 2JZ, ah c'est quelque chose. Le 2JZ en version GTE ou même en version Atmos, c'est un monstre, un vrai slipper. Parce que quand on voit la Supra, on se dit ok, elle est basse, elle a des belles courbes, mais on se dit pas que ça a un moteur qui peut encaisser tellement de chevaux. Parce que oui, elle a 330 chevaux, mais je vous le dirai après, elle peut encaisser tellement plus. Le 2JZ GTE, comme je vous l'ai dit, c'est un 6 cylindres sortant 330 chevaux pour 400 Nm. Là où la différence se fait avec le moteur de chez Nissan, c'est que de 1, le bloc est en fonte. Le système d'air a totalement été pensé pour que toute l'air rentre bien dans le moteur, qu'il soit tout le temps oxygéné. Le système de lubrification des pistons et du moteur est super bien pensé, de façon à ce que le bloc, en lui-même, fait 330 chevaux quand il sort d'usine, 280 au Japon. Il peut sortir en fiable. Il y a des préparateurs qui sortent des modèles en fiable entre 600 et 800 chevaux, et voire des fois plus de 1500 chevaux sur d'autres préparations. Comme ils savaient la dinguerie qu'ils avaient fait avec le 2JZ, ils se sont dit bon bah tant qu'on y est, on va aussi mettre une boîte de vitesse qu'on cache jusqu'à 1000 Nm de couple, comme ça au moins on est tranquille, s'il y a un mec qui veut, il faut même pas changer la boîte. Tant que tu n'arrives pas à 1000 Nm de couple, tu changes pas la boîte, donc tu peux avoir une Supra qui fait 600 chevaux pour 1000 Nm de couple, sans aucun problème. Et donc sur ce moteur, comme j'ai dit précédemment, son atout principal c'est le turbo, donc en simple ou en double turbo. Sur les versions japonaises, on trouve des turbos en céramique, quand par contre sur la version occidentale, donc en Europe et aux États-Unis, on trouve une version en acier inoxydable. Sur la version Twin Turbo, les deux turbos sont montés à étage, donc comme ce qu'on trouve un peu sur les véhicules actuels, où on a du coup un plus gros turbo et un plus petit en dessous, permettant d'envoyer sur cette Supra toute la puissance, donc les 400 Nm à 1300 tours minute. La voiture a été utilisée dans de nombreux films et jeux vidéo, ce qui a permis après la fin de sa production, donc en 2002, de devenir une vraie légende de l'automobile. Une de ses premières apparitions dans les films, c'est dans Fast and Furious 1. On l'aperçoit quand Brian, donc Paul Walker, l'amène au garage de Dominique Toretto parce qu'il lui doit une voiture dans les 10 suite à un problème qu'ils ont eu dans le film. Je vais pas vous raconter tout le film, mais en gros c'est ça. Il lui amène du coup cette Toyota Supra qui est dans un état mais horrible, donc qui sort directement de la casse, où en fait du coup le seul élément qui est intact sur cette voiture, c'est son 2JZ GTE. On retrouve du coup la Supra totalement rénovée à la fin du film quand il fait la course contre Dom, du coup pour la course finale, où ils sont tous les deux sur une ligne de 400 mètres à un feu, il faut aller au deuxième feu, entre les deux feux il y a une ligne de chemin de fer. L'objectif c'est de passer avant que le train arrive, puisque il y avait le train qui allait arriver. Évidemment ils arrivent tous les deux à passer, juste Dom se prend un camion, se percute un camion sur le côté
qui fait qu'il fait des tonneaux. Et c'est là où Brian lui donne du coup sa clé de Supra en disant c'est ta voiture. Et puis il part comme ça. Et c'est la fin du coup de Fast and Furious 1. Le modèle du film en orange, du coup avec les différentes prépas, le covering, les dessins, etc. a été vendu du coup aux enchères il n'y a pas très longtemps à 550 000 €. Et il y a aussi une autre version, une version atmosphérique qui a servi pour le film, qui elle a été vendue à 185 000 €. Dans Too Fast Too Furious, on trouve une autre apparition de la Supra, cette fois pas conduite par Brian puisque lui il conduit sa GT-R 34, mais conduite par Slapjack pour la course organisée par Tej. Puis enfin, la dernière apparition de la Supra MK4 a été dans Fast and Furious 7 dans la scène de fin. On y retrouve donc Brian dans une magnifique Supra MK4 blanche avec des jantes chromées, préparées, sièges Recaro, etc. La Supra, vraiment, on voit, elle est blanche, elle est magnifique, face à Dom, du coup, qui lui a ce Dodge Charger en grise, pareil, préparé, qui fait référence du coup à la scène de fin de Fast and Furious 1. La Supra est aussi une vraie icône dans le jeu vidéo, on la retrouve dans les Forza Motorsport, Forza Horizon, aussi dans les Gran Turismo 1 et 2 où c'est la première fois où elle fait sa vraie apparition en jeu vidéo, et aussi dans Need for Speed Underground. Bon bah voilà, c'est la fin de cet épisode d'History sur la Toyota Supra. Si jamais vous n'avez pas vu celui sur la Nissan GT-R 34, je vous mets le lien ici, ou ici, je sais plus où c'est exactement. Allez la voir, c'est vraiment un bon épisode que j'avais fait, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, vous abonner, mettre la cloche, ça me fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire s'il y a une voiture que vous voulez que je fasse dans le prochain épisode d'History. Puis à bientôt!